Le 1er janvier ne transforme personne. Tu te réveilles avec le même esprit, les mêmes habitudes, la même dette envers toi-même. Le calendrier ne change que de numéro, mais ta vie ne redémarre pas par magie. Dehors, tout le monde parle de résolution et de nouvelles versions de soi-même, mais cette euphorie massive est une anesthésie. Elle te vend l'illusion qu'il suffit de promettre pour être différent. La vérité est que le changement n'arrive pas avec des applaudissements, ni des likes, ni avec des listes écrites à l'aube. Personne ne va te sauver de ta propre inertie. Nouvelle année, nouvelle vie est une phrase vide quand il n'y a pas d'action réelle derrière. Ce qui détermine ton année, ce n'est pas la motivation éphémère de janvier, mais ce que tu fais quand personne ne te regarde, quand l'enthousiasme s'estompe et qu'il ne reste que la discipline. La philosophie stoïque ne te promet pas de miracle. Elle exige une responsabilité absolue et le courage de regarder en face tes fractures internes. Il n'y a pas de raccourci. La transformation commence quand tu cesses de négocier avec toi-même et que tu agis, même avec fatigue, même avec peur. Fais-le même si le monde reste endormi. La plupart échouent en janvier parce qu'ils attendent que l'environnement fasse le travail inconfortable. Tu peux transformer cette passivité collective en avantage si tu agis maintenant. N'attends pas de signes extérieurs. Personne ne se souvient de ceux qui ne font que planifier. Souviens-toi de ceci. L'action silencieuse vaut plus que 1000 promesses. Le temps ne revient pas. Ta souveraineté commence le jour où tu cesses de te mentir. 1. Briser l'illusion du changement instantané. Le changement instantané n'existe pas. Peu importe combien vous le désirez, peu importe combien les publicités de salles de sport, d'applications ou les gourous du développement personnel le promettent. Se réveiller le 1er janvier ne vous transforme pas en quelqu'un de différent. Vous êtes exactement la même personne qui s'est endormie le 31 avec les mêmes schémas mentaux, les mêmes peurs, les mêmes excuses et le même historique de décisions reportées. La date sur le calendrier n'est pas un interrupteur magique, mais on vous a vendu cette fantaisie jusqu'à en faire une excuse collective pour ne rien faire de réel. Jusqu'à quand allez-vous continuer à tomber dans ce piège bon marché? Restez à attendre que l'environnement, l'enthousiasme général ou la pression sociale vous entraînent vers une version améliorée de vous-même et la définition exacte de l'auto-tromperie. Ici, il n'y a pas de miracle, juste une accumulation de petites trahisons envers vous-même chaque fois que vous reportez, chaque fois que vous justifiez votre inertie sous le drapeau du nouveau cycle. Vous n'avez pas un nouveau départ, vous avez une vieille opportunité déguisée. Si vous vous accrochez à l'idée que le simple passage du temps vous transformera, vous alimentez seulement votre propre faiblesse. C'est confortable, presque addictif, de jouer à croire qu'il suffit de le désirer fortement ou de l'écrire dans un nouveau carnet pour que le changement se produise. Mais la vérité est violente. Le changement réel est antipathique, exige de l'inconfort, coûte des efforts et nécessite que vous déclariez la guerre à votre propre paresse. L'illusion du changement instantané est le piège parfait, car elle vous permet de vous sentir actif, tout en restant statique. Elle vous laisse poser en personne motivée, sans lever le petit doigt, au-delà de publier des promesses vides sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas besoin de plus de plans. Vous devez cesser de vous anesthésier avec eux et agir. Personne ne viendra vous sauver du poids de vos propres décisions. Personne ne portera le fardeau de vos jours gaspillés. Briser cette illusion, c'est accepter que toute croissance durable est rugueuse, inconfortable et surtout lente. Le muscle de la discipline ne s'active pas avec un discours de minuit ni avec un toast optimiste. Il se renforce lorsque vous maîtrisez la paresse qui vous presse chaque matin, lorsque vous choisissez le chemin inconfortable même si personne ne vous applaudit, lorsque vous renoncez à la validation instantanée et travaillez sans témoin. Le premier grand pas n'est pas de rêver grand, c'est de cesser de vous mentir en petit. Chaque fois que vous vous dites « demain je commence »,« maintenant c'est bon, cette année sera différente » et que vous n'agissez pas immédiatement, vous renforcez seulement la fracture interne qui vous maintient tel quel.
Le stoïcisme ne vous offre pas de bonbons ni de phrases pour Instagram. Il exige autopsie et action. Autopsie pour disséquer sans pitié vos habitudes et défauts. Action pour les remplacer par des décisions concrètes, même si cela fait mal, même si c'est inconfortable, même si personne ne le voit. Le pire mécanisme mental que vous pouvez traîner est la recherche d'une motivation externe. Si vous continuez à attendre le moment parfait, l'environnement adéquat, la compagnie idéale, vous allez rester bloqué. Le changement commence lorsque vous cessez de négocier avec vous-même, lorsque vous cessez de procrastiner et agissez même si vous n'en avez pas envie. La discipline est la seule preuve de respect de soi. Cessez de chercher un signal de départ à l'extérieur. Vous êtes déjà en course, que vous le vouliez ou non. Il n'y a pas d'autre temps que maintenant, pas d'autre énergie que celle que vous générez par l'effort. Si vous continuez à attendre la transformation instantanée, vous ajouterez simplement une autre dette émotionnelle à la liste. L'année ne vous offrira rien. Ce que vous ne conquérerez pas par votre action brutale et soutenue ne sera tout simplement pas à vous. Personne ne se souvient des intentions, seulement des faits. Le changement réel est le résultat de centaines de petites batailles silencieuses où personne ne vous félicite, mais votre caractère se renforce. Si vous ne brisez pas l'illusion du changement instantané, la seule chose que vous changez est l'excuse avec laquelle vous vous trompez. 2. Prends la responsabilité totale dès aujourd'hui. Tu te réveilles et la première chose que tu fais est de regarder ton téléphone, même si ton corps réclame encore 5 minutes de sommeil. Ton doigt glisse sur les messages, les notifications, l'agenda de la journée. Au fond, tu sais que ce geste est un mécanisme d'évasion. Tu repousses l'inconfort de te confronter à toi-même, à tes tâches en attente, à ce que tu devrais vraiment faire aujourd'hui. La routine t'entraîne, les excuses s'infiltrent dans ton esprit avant même que tu ne te laves le visage. Et là, dans cet espace minuscule entre l'impulsion de rester en mode automatique et la possibilité de faire quelque chose de différent, commence la vérité inconfortable. Ce que tu fais dans ce premier moment de la journée dit déjà, sans mots, combien de contrôle tu as sur ta propre vie. Ce n'est pas le nouvel an, ce n'est pas un nouvel agenda, ce n'est pas le discours motivationnel que tu as entendu hier soir. C'est cette décision silencieuse, presque invisible, de regarder ou de ne pas regarder le téléphone, de te lever ou de reporter le réveil, de prendre une action ou d'inventer une excuse. La responsabilité totale n'est pas un slogan, c'est une condamnation auto-imposée. Cela signifie que tu cesses de blâmer l'environnement, le manque de temps, tes parents, le travail, la génétique, le mauvais temps, l'économie ou ton partenaire. Cela implique d'accepter que le poids de ce que tu n'as pas accompli jusqu'à aujourd'hui t'appartient et à personne d'autre. Ça sonne dur parce que c'est le cas. Assumer la responsabilité totale signifie que tu n'as personne à qui te plaindre si ta vie ne bouge pas. Le mécanisme mental le plus confortable est de se victimiser, de chercher des coupables externes, de construire la narration selon laquelle tout irait mieux si le monde coopérait un peu plus avec toi. Mais cette histoire ne fait que prolonger la dette envers toi-même, augmenter l'inertie, te maintenir petit. Tu ne peux pas entraîner le muscle de la discipline si chaque fois que tu échoues, tu as besoin d'un coupable externe pour te sentir en paix. La maturité stoïque arrive lorsque tu acceptes que ton niveau de vie, ton caractère, ta réalité sont la somme de tes décisions et de tes omissions accumulées. Rien de plus, rien de moins. L'esprit a une capacité experte à négocier avec lui-même. Il commence par justifier la paresse. J'ai le droit de me reposer aujourd'hui. Ce n'est pas grave si je le fais demain. L'année vient à peine de commencer, il y a encore du temps. C'est un filtre qui déforme la perception, un piège de confort pour anesthésier le remords. Mais la responsabilité totale n'admet pas de négociation. Elle ne fait pas de remise émotionnelle. Tu es obligé de te regarder sans fioriture, de te demander si ce que tu fais chaque jour contribue vraiment à la personne que tu dis vouloir devenir. Personne ne va te pardonner tes jours gaspillés, personne ne va compenser les conséquences de tes actes. Tu es ton propre créancier et ton propre débiteur.
le conflit le plus profond surgit lorsque tu découvres qu'une partie de toi veut avancer et qu'une autre résiste de toutes ses forces. L'esprit cherche des raccourcis, rationalise la médiocrité, invente des arguments pour reporter l'essentiel. C'est ici que la responsabilité totale entre en jeu. Lorsque tu assumes que le coût de ne pas agir, tu le paies seul, et que chaque excuse est un investissement négatif dans ton propre avenir. Il n'y a pas d'acte de souveraineté plus grand que de cesser de chercher des complices pour tes renoncements. Le jour où tu acceptes que personne ne vient te sauver, cesse d'être terrifiant et devient libérateur. Personne d'autre ne porte tes chaînes, personne d'autre ne paie tes factures. Pose-toi la seule question qui compte. Vas-tu continuer à négocier avec ta propre faiblesse ou vas-tu assumer le prix complet de ta vie? La transformation ne commence pas lorsque le calendrier change. Elle commence lorsque tu décides de porter le poids de tes propres choix. Le pouvoir réside dans l'acceptation de tout, même de ce qui fait mal. Responsabilité totale dès aujourd'hui. Parce que le jour où tu t'appropries tes résultats, tu cesses d'être l'otage de tes excuses. 3. Fais une autopsie honnête de tes échecs. Je vais être honnête, il n'y a rien de plus inconfortable que de s'asseoir pour examiner ses propres échecs quand personne ne t'y oblige et que tout ton instinct crie de chercher une distraction. Il y a des jours, en particulier ceux qui suivent une promesse brisée ou une matinée gâchée, où je préférerais me justifier, chercher des excuses externes, blâmer la fatigue ou même inventer une explication convaincante pour ne pas faire face à ce qui a mal tourné. Mais si je prends le temps d'analyser ce qui m'a réellement freiné année après année, ce ne sont pas les circonstances, ni le manque de soutien, ni le temps, ni l'économie. Ce sont mes propres décisions mal prises, mes habitudes tolérées en silence et surtout ma capacité presque automatique à édulcorer la réalité quand elle me met mal à l'aise. Le plus grand piège n'est pas d'échouer, mais de déguiser l'échec, de le cacher derrière des mots doux ou un faux optimisme. L'autopsie honnête des échecs est un exercice brutal, car elle implique de démonter non seulement le résultat, mais toute la chaîne de petites concessions antérieures, cette négociation interne dans laquelle je sors toujours, d'une certaine manière, innocent dans ma version des faits. Si je prends du recul et que je dissèque un échec concret, une habitude abandonnée, un objectif reporté, une promesse vide, la première chose qui apparaît est le schéma. Ce n'est jamais un accident isolé. Il y a toujours des signaux préalables, de petits renoncements quotidiens qui s'accumulent jusqu'à ce que le poids devienne insupportable. Le mécanisme fonctionne généralement ainsi. Face à l'inconfort, l'esprit active un filtre qui minimise le manque, rationalise la paresse ou reporte l'autocritique avec l'argument que « je vais le revoir plus tard ». Mais ce plus tard arrive rarement. La véritable cause réside dans la tolérance à l'auto-tromperie, dans la capacité à négocier ses propres standards à la baisse. Peu de choses détruisent plus rapidement le caractère que de s'habituer à justifier chaque échec comme s'il était mineur. Ce que tu tolères aujourd'hui, tu le répètes demain, et ce que tu répètes te définit. L'autopsie honnête exige de déconnecter ce filtre et de tout regarder avec brutalité. Où j'ai échoué, quand j'ai commencé à céder, quelle justification je me suis donnée sur le moment, et surtout, quel bénéfice caché j'ai obtenu à ne pas faire d'effort. Ici, le réconfort n'est d'aucune utilité, seule la dissection froide et crue. L'échec n'est pas un accident, c'est une accumulation d'excuses. Si tu répètes le cycle, le résultat ne change jamais. La prochaine étape, encore plus inconfortable, est de retracer la conséquence. Chaque fois que tu permets une incohérence, même petite, tu introduis une fracture dans ton propre respect. Ce n'est pas seulement l'objectif non atteint qui pèse, mais le précédent psychologique. Ton esprit apprend qu'il peut négocier avec tes standards. L'autocritique sans anesthésie révèle que le plus grand dommage de chaque chute ne se trouve pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, à ce point exact où tu cesses de croire en toi-même. Si chaque échec est rapidement couvert ou ignoré, le mécanisme se renforce. C'est ici que tu dois choisir entre le confort de la négation et la discipline de la vérité.
L'autopsie honnête n'est pas une cérémonie de culpabilité, mais un entraînement de rigueur mentale. Le caractère se construit en examinant sa propre faiblesse sans pitié, mais avec l'intention de ne pas répéter le schéma. L'excuse que tu utilises aujourd'hui sera la dette que tu paieras demain. Il n'y a pas d'échappatoire. De cette analyse émergent deux décisions fondamentales. Premièrement, identifier l'échec sans fioriture. Deuxièmement, définir l'action corrective sans attendre que la motivation revienne ou que l'environnement soit favorable. Chaque autopsie est une carte des routes que tu ne dois pas reprendre. L'honnêteté radicale est inconfortable, mais c'est le seul chemin vers la véritable souveraineté personnelle. Si tu ne peux pas faire face à tes échecs, sans les adoucir, sans te victimiser, sans chercher un réconfort facile, tu ne pourras pas non plus construire une discipline solide. Prends la responsabilité de chaque point faible exposé et transforme l'inconfort en base de ta prochaine décision. L'autopsie honnête est le test ultime de maturité. Là où la plupart cherchent refuge dans la négation, le stoïque trouve du matériel pour sa reconstruction. Si tu veux une année différente, commence par démonter, pièce par pièce, la machinerie de ton propre auto-tromperie. 4. Agis en silence, sans chercher d'approbation. Une silhouette se déplace parmi la foule comme si elle n'existait pas, les pas fermes, le regard fixé au sol, évitant le croisement de regards qui cherchent complicité ou le sourire facile qui demande reconnaissance. Dans la main, une petite clé, presque cachée, symbole d'une décision prise en secret. Il y a quelque chose dans cette démarche contenue qui trahit une intention. Elle ne cherche pas d'applaudissements, ne cherche pas de témoins. Elle avance simplement, portant la détermination comme un poids invisible qui se ressent dans la tension des épaules et la sérénité du visage. Le brouhaha autour insiste pour attirer l'attention, pour célébrer chaque geste public, pour transformer tout objectif en un spectacle partagé. Mais celui qui comprend la valeur de l'action silencieuse sait que le vrai travail se construit loin des caméras et des commentaires, là où la seule voix qui compte est la sienne. Agir en silence n'est pas se cacher, c'est choisir le terrain où tes décisions n'ont pas besoin de combustible externe. Chaque fois que tu annonces tes objectifs en attendant des réactions, tu ouvres la porte à une dette émotionnelle. Les yeux des autres deviennent des juges et ta motivation devient l'otage de leurs attentes. L'habitude de publier des intentions est un piège sophistiqué. Elle te récompense avec une dose rapide d'approbation, mais elle te vole la faim d'avancer quand personne ne regarde. Le véritable progrès se produit dans l'ombre des petits actes, dans cette routine inconfortable qui n'a pas besoin de témoins ni d'applaudissements. Quand personne ne célèbre ta discipline, c'est là que le caractère se forge réellement. Le mérite ne réside pas dans la promesse publique, mais dans la constance privée. Observer ceux qui font de l'annonce une habitude révèle un schéma clair. L'enthousiasme initial s'épuise rapidement. L'énergie se disperse en commentaires et en likes, et ce qui semblait être un engagement solide s'effondre dans la première semaine. L'environnement récompense l'apparence d'effort bien avant l'effort réel. C'est pourquoi choisir le chemin de l'action silencieuse est un acte de rébellion contre le bruit de l'époque. Il y a quelque chose d'à peine subversif à se lever tôt, à suivre sa routine, à écrire, à s'entraîner, à lire, à s'améliorer, sans que personne ne le sache, sans photo, sans récit. Le muscle qui s'entraîne en privé est le seul qui ne s'atrophie pas lorsque la motivation disparaît. Fais-le en silence, la discipline n'a pas besoin de témoins. Cette phrase courte suffit à te rappeler que la véritable transformation ne sera jamais un spectacle. Le premier mois de l'année est une scène saturée de promesses publiques, de nouveaux agendas remplis d'intentions, des publications sur des objectifs, des confessions de changements radicaux partagées entre rire et complicité superficielle. L'air sent l'attente, mais en dessous, la plupart ne veut que la sensation d'avancement, pas l'avancement lui-même. C'est pourquoi celui qui choisit de se taire et d'agir construit un avantage silencieux. Pendant que les autres dépensent de l'énergie à maintenir une image,
tu investis chaque minute dans des faits concrets. L'inconfort d'agir sans applaudissements est le filtre qui sépare ceux qui changent réellement de ceux qui ne décorent que la façade. Chaque nuit, pendant que les autres cherchent validation, ta seule question doit être si tu as respecté tes propres standards, pas si quelqu'un l'a vu. La force personnelle se fonde sur des actions que personne n'observe, sur des décisions inconfortables prises sans témoin ni excuse. L'estime de soi ne se fabrique pas avec des éloges extérieurs, mais avec le souvenir des fois où tu as choisi ce qui était difficile quand il était plus facile de céder. Le silence est le terreau fertile de la discipline. Tu n'as pas besoin d'un public pour soutenir tes mouvements. Tu as besoin de cohérence quand tu es le seul témoin. La nouvelle année récompense les discrets, ceux qui travaillent sous la surface, ceux qui transforment chaque jour en un investissement silencieux dans leur propre transformation. Si tu cherches un changement réel, disparais du radar des autres et fais de l'anonymat ton avantage. Il n'y a pas d'applaudissement plus précieux que celui de ta propre conscience quand tu sais que tu as fait ce qu'il fallait, même si personne ne le célèbre. 5. Profite de l'inertie collective à ton avantage. Profite de la stupidité collective où tu seras entraîné par elle. C'est aussi simple que ça, aussi brutal. Janvier est la haute saison de l'auto-tromperie et des promesses vides. Mais c'est aussi le seul moment de l'année où l'environnement, bien que rempli de fausses intentions, déploie une énergie massive vers le changement. Si tu ne comprends pas comment tirer parti de cette inertie, tu seras englouti par le tourbillon des excuses des autres et des tiennes. La plupart jouent à commencer, mais seuls quelques-uns transforment l'élan général en véritable avantage. Pendant que tout le monde partage ses résolutions à voix haute et se dégonfle en silence, tu as l'opportunité d'utiliser le courant à ton avantage, non pas comme une anesthésie, mais comme un accélérateur. Le secret ne réside pas dans le fait de se fondre dans la foule, ni de chercher refuge dans l'enthousiasme collectif, mais d'être brutalement sélectif. Absorbe l'énergie de l'environnement, mais n'adopte pas sa médiocrité. Ne viens pas te justifier en disant que la motivation est un mensonge ou que l'euphorie de janvier est passagère. Bien sûr que c'est le cas, mais seul un idiot refuse de profiter du vent en sa faveur, même s'il sait qu'il s'arrêtera ensuite. Il ne s'agit pas de dépendre de l'environnement, mais de l'exploiter tant qu'il dure et ensuite de continuer à pédaler quand tout le monde a déjà lâché le guidon. La différence entre avancer et stagner réside dans ce que tu fais, quand tous ceux qui t'entourent commencent à céder. C'est le seuil où se sépare celui qui agit de celui qui fait seulement semblant. Ne te trompe pas, si tu te laisses entraîner dans la même courbe descendante que les autres, ce cycle où tout le monde abandonne au bout de 2 semaines, tu n'as pas le droit de blâmer qui que ce soit d'autre. Tu le savais et pourtant tu t'es laissé emporter. L'inertie collective est un outil, pas une excuse. Tu ne viens pas ici pour attendre que l'environnement te facilite le chemin, mais pour utiliser chaque particule d'énergie ambiante comme levier, sans devenir dépendant d'elle. La plupart ont besoin du bruit extérieur pour se sentir vivant. Toi, tu as besoin de résultats. Vas-tu laisser la fatigue des autres dicter quand tu t'arrêtes? Si l'environnement s'éteint, tu continues. Si la motivation meurt, ta discipline la remplace. Tu n'es pas le produit de la masse, tu es l'architecte de ta force. Ne parle pas, n'explique pas, ne demande pas la permission. Agis pendant que tout le monde se distrait dans l'euphorie et continue quand la fête est terminée et qu'il ne reste que l'écho des promesses non tenues. Cette saison met à l'épreuve ton tempérament. L'environnement t'invite à tomber dans l'auto-apitoiement lorsque la nouveauté s'estompe, à chercher des excuses lorsque la fatigue pèse, à normaliser la médiocrité parce que tout le monde la pratique. N'achète pas ce billet. Chaque fois que tu cèdes au rythme collectif, tu renonces à ton avantage silencieux. Si tu utilises l'inertie externe seulement comme élan initial et que tu lâches ensuite du lest, tu deviens le genre de personne qui n'a pas besoin que le monde soit d'accord pour avancer. La foule endort, la discipline réveille. Choisis l'inconfort de rester debout quand les autres sont déjà assis. Rends-le inconfortable pour toi-même de laisser les choses inachevées.
Rends-le intolérable de suivre la tendance d'abandonner parce que tout le monde le fait. Utilise le démarrage collectif seulement comme carburant, mais n'oublie pas, la véritable course commence quand la foule se disperse et que le silence revient. Là, en l'absence de témoins, tu te définis. Janvier est le filtre, pas le raccourci. Si tu profites de l'inertie collective avec intelligence, tu te places en avant pendant que les autres comprennent à peine que le jeu a déjà commencé. Ne te dilue pas dans la masse. Arrache à tous le seul avantage qu'ils offrent, l'élan initial. Ensuite, le travail est uniquement le tien. 6. Maintiens la discipline quand la motivation meurt. La motivation est une visite fugace. Elle ne reste jamais assez longtemps pour fonder une nouvelle vie sur sa présence. Personne ne veut l'entendre, mais c'est la vérité la plus crue. Si tes progrès dépendent de ressentir de l'enthousiasme ou de l'énergie, tu es condamné à répéter l'abandon dès que l'émotion s'estompe. Le mécanisme interne est toujours le même. Tant que la nouveauté pousse, l'esprit coopère, il s'illusionne même sur son propre potentiel. Mais dès que la fatigue, l'ennui ou le moindre inconfort apparaissent, le filtre de l'auto-justification s'active. À l'intérieur, surgit le conflit essentiel. Une partie de toi exige la continuité. L'autre cherche n'importe quelle excuse pour se débarrasser du fardeau. L'épuisement n'est pas physique, il est mental. C'est le poids de tenir une promesse quand plus personne ne la célèbre, quand la monotonie commence à ronger l'élan initial. Maintenir la discipline dans ce vide de reconnaissance est le véritable filtre du caractère. Soyons clairs, la motivation n'a jamais été une stratégie, c'est à peine un état d'esprit. Et les états d'esprit sont aussi stables que le sable dans la main. Si tu te surprends à négocier avec toi-même chaque matin, si tu remarques que ton esprit commence à te proposer des rabais émotionnels, juste aujourd'hui je me repose, demain je reprends le rythme, j'ai déjà fait assez, c'est parce que l'enthousiasme s'est déjà évaporé et qu'il est maintenant temps de payer le prix réel du changement. La plupart abandonnent à ce seuil, non pas parce que la tâche est impossible, mais parce qu'elle devient insipide, inconfortable, étrangère aux applaudissements. Le calendrier n'a pas de compassion, pas plus que la vie. Personne ne va te rendre les jours où tu as cédé à la paresse juste parce que l'éclat de la nouveauté a disparu. C'est ici que se séparent ceux qui transforment leur identité de ceux qui ne changent que d'agenda. Le mécanisme psychologique est brutalement honnête. Chaque fois que tu restes ferme en l'absence de motivation, tu renforces le muscle de la souveraineté personnelle. Chaque fois que tu cèdes, ton standard descend d'un échelon et ton estime de soi s'affaiblit un peu plus. Maintenir la discipline quand l'enthousiasme meurt, c'est comme payer une dette que personne ne te réclame, mais qui pèse sur la conscience si tu l'ignores. Le véritable changement se produit à ce point de friction, quand l'esprit cherche une issue et que tu décides de la fermer. Ce n'est pas de l'héroïsme ni de l'inspiration, c'est une décision froide. Aujourd'hui, je m'acquitte de ma promesse, non pas parce que je le ressens. Je n'ai pas besoin de motivation, j'ai besoin de cohérence. Le conflit interne lors de ces jours gris révèle qui commande dans ta vie. Si tes actions sont dictées par des émotions changeantes ou par des règles qui ne se négocient pas. L'élan émotionnel peut te lancer, mais seule la discipline te mène à la transformation. C'est l'entraînement quotidien. Se lever quand tu préférerais remettre à plus tard, accomplir quand personne ne regarde, te maintenir quand le monde a déjà oublié ses propres promesses. Les petites décisions inconfortables, répétées en silence, te transforment en quelqu'un qui peut avoir confiance en soi même lorsque l'enthousiasme n'est qu'un lointain souvenir. Fais ce qui est juste, même sans envie. C'est la frontière entre la fantaisie du changement et la réalité de l'amélioration. Chaque fois que tu maintiens la discipline sans motivation, tu crées un fossé entre ce que tu étais et ce que tu peux devenir. C'est le travail invisible qui, avec le temps, fait que la difficulté devient naturelle et que la constance cesse d'être une lutte pour devenir une partie de ton identité. Quand tu comprends cela, tu cesses de dépendre du calendrier, de l'euphorie collective ou de la reconnaissance externe.
tu n'es plus otage de tes états d'esprit. La seule chose qui te soutient, c'est ta parole. Et cela suffit. La discipline est le contrat silencieux que tu signes avec toi-même quand personne d'autre ne regarde. C'est la seule garantie que lorsque la motivation mourra, et elle meurt toujours, tu continueras d'avancer. 7. Définissez des règles internes non négociables. Vous vous tenez devant le réfrigérateur, la porte entrebâillée, la lumière blanche illuminant la cuisine silencieuse alors que tout le monde dort. Vous avez dit qu'après le dîner, vous ne prendriez que de l'eau, qu'il n'y aurait plus de permis, que c'était votre nouvelle règle. Mais vous êtes là, en train de négocier. Un biscuit, juste un, demain je compense. Le mécanisme est presque automatique. L'esprit cherche la faille par où s'introduire, fabrique des exceptions, rationalise la petite trahison. Et ce même schéma se répète sur le téléphone vérifié à minuit, lors de l'entraînement sauté par fatigue, dans l'excuse répétée de « je commence sérieusement lundi ». Si vous analysez froidement, vous verrez que l'absence de règles internes solides est la principale raison pour laquelle vos intentions s'évanouissent avant la deuxième semaine. Sans des normes non négociables, tout élan se dilue à la première contrariété et votre respect de soi en paie le prix. Les règles internes non négociables ne sont pas de belles phrases ni des intentions vagues. Ce sont des limites claires qui ne se brisent pas, même lorsque personne ne regarde. L'objectif n'est pas de devenir rigide ou inflexible, mais de créer un cadre mental qui réduit la fatigue de décider à chaque étape, éliminant l'option de céder à la tentation du moment. Quand l'esprit sait qu'il y a des lignes à ne pas franchir, l'énergie qui était auparavant gaspillée dans des négociations internes est libérée pour ce qui compte vraiment: agir. Sans ces règles, chaque décision devient une bataille, et la fatigue de tant de micro-décisions vous rend vulnérable juste au moment où vous avez le plus besoin de fermeté. C'est un mécanisme de protection contre votre propre auto-tromperie. Un filtre qui sépare ce que vous avez promis de ce que vous tolérez réellement. L'erreur commune est de compter sur la volonté comme si c'était une ressource inépuisable. Mais la réalité est autre. La volonté fluctue, la motivation s'éteint et l'environnement coopère rarement. La seule chose stable est le système de règles internes que vous décidez de respecter sans exception. C'est pourquoi le véritable progrès ne dépend pas d'avoir des jours parfaits, mais d'avoir des normes non négociables les jours imparfaits. Votre parole envers vous-même est le seul contrat qui compte. Cette phrase est simple, mais elle renferme toute la logique du stoïcisme. Vous pouvez décevoir n'importe qui, sauf la version de vous-même qui décide froidement et agit avec passion. La conséquence de ne pas avoir de règles est prévisible. Chaque fois que vous cédez, votre caractère s'érode. Ce n'est pas le biscuit, ni l'alarme repoussée, ni l'entraînement manqué. C'est le précédent interne que vous laissez installer. Le cerveau apprend vite quel est votre véritable standard et il le reproduit. La mise en œuvre exige de la rigueur et du détail. Un simple « je vais mieux manger » ou « je vais faire de l'exercice » ne suffit pas. Une règle non négociable est concrète. Je ne mange pas après 8 heures. Je ne consulte pas mon téléphone avant de prendre ma douche. Je ne me couche pas sans avoir respecté ma routine minimale, même si c'est inconfortable. Le truc est de concevoir peu de règles, mais strictes. Trop de normes dispersent l'attention et finissent par s'effondrer en chaîne. Peu, strictes et respectées quoi qu'il arrive. Ici, il n'y a pas de place pour des exceptions déguisées en auto-soin. Chaque exception est une fracture dans la structure. Mieux vaut une seule règle respectée à la lettre que 10 promesses brisées chaque semaine. Le processus est direct. Définissez la ligne, répétez-la chaque jour, respectez-la dans toutes les conditions. Lorsque l'esprit commence à négocier, rappelez-vous la seule question valable. Quel type de personne veux-je être quand personne ne regarde? La réponse n'admet pas de rabais. La discipline est une question d'identité, pas de motivation. Ainsi, lorsque vous arriverez à ce moment inconfortable, la nuit devant le réfrigérateur, le téléphone brillant dans l'obscurité, la tentation de céder, vous ne serez plus en train de décider, vous serez juste en train de confirmer la personne que vous vous efforcez de devenir.
La différence est faite par ces règles invisibles qui soutiennent votre comportement lorsque la motivation est partie et que l'environnement n'applaudit pas. Si vous voulez une année différente, commencez par définir les lignes internes que vous ne franchirez pas, puis respectez-les comme si votre vie en dépendait. Parce qu'au niveau du caractère, c'est exactement cela. 8. Réalisez une action difficile chaque jour. Je l'admets, il y a des jours où je me réveille, et la première chose que je ressens est une résistance silencieuse, une sorte de lourdeur dans la poitrine quand je pense à la tâche que je crains le plus d'affronter. Cela peut être aussi simple qu'une conversation inconfortable que je remets à plus tard, un appel qui pèse à cause de tout ce qu'il implique, l'entraînement que je déteste parce qu'il révèle à quel point je suis encore faible, ou m'asseoir pour écrire cette page qui ne coule pas et qui expose toutes mes limites. Le corps le sait avant l'esprit. La gorge se serre un peu, la mâchoire se tend. Les pensées cherchent une issue, n'importe quelle excuse pour retarder l'affrontement. Ce n'est pas de la peur au sens classique, c'est le reflet appris d'éviter tout ce qui exige un effort hors du commun. Mais si je laisse ce mécanisme dominer, la journée m'échappe dans des engagements mineurs, dans de petites tâches qui ne servent qu'à éviter la seule action qui pourrait vraiment faire avancer les choses. Ce qui est le plus difficile apparaît toujours en premier dans la liste mentale, mais reste souvent non coché, et cela constitue une fracture quotidienne dans le respect de soi. Il ne s'agit pas d'un grand exploit, ni de promettre des révolutions personnelles chaque matin. Je parle d'une seule action, concrète, inconfortable, qui chaque jour défie le muscle de la volonté. Le principe est brutal. Le changement ne se construit pas avec des intentions douces, mais en accumulant de petites victoires sur la partie de soi qui cherche toujours refuge dans la facilité. La journée se divise entre ce que vous voulez faire et ce que vous devez faire, et presque toujours, ce qui vous coûte le plus est ce qui vous transforme le plus. Le problème est que le cerveau apprend vite à négocier. Il vous murmure que ce n'est pas le bon moment, que demain vous aurez plus d'énergie, que ce n'est pas grave si vous remettez à plus tard. Mais chaque fois que vous cédez, vous renforcez la programmation de l'évasion. Faites une chose difficile par jour et vous verrez de quoi vous êtes fait. C'est la phrase que je me répète quand le confort veut me séduire. La scène est simple. La liste des tâches sur la table, le téléphone à portée de main, la respiration un peu plus courte quand vous regardez la tâche que vous évitez. Parfois, il suffit de mettre ses baskets pour aller courir. D'autres fois, c'est d'écrire le premier paragraphe, de composer ce numéro, de dire à voix haute ce que vous gardez silencieux depuis des jours. Il n'y a pas d'épopée, juste une gêne palpable. Le pouls s'accélère, la sueur apparaît dans les paumes. L'esprit propose des alternatives plus simples, répondre aux emails, nettoyer la maison, vérifier les messages, mais vous savez que ce sont des distractions. Le moment clé est cette seconde entre décider et agir, où tout votre système interne veut reculer. Si vous parvenez à franchir ce seuil, même une seule fois par jour, vous démontez l'habitude de fuir. Vous n'avez pas besoin de faire 10 choses héroïques, juste une qui vous dérange vraiment. La différence entre ceux qui construisent une année différente et ceux qui répètent le cycle de l'abandon se trouve juste là, dans la capacité à choisir le chemin inconfortable chaque jour, sans attendre de vous sentir prêt. Parce qu'il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, ni de collectionner des actions parfaites. Il s'agit de défier l'auto-tromperie, de vous prouver que vous pouvez exécuter ce qui vous déplaît le plus, même en dose minimale. Chaque jour où vous réalisez une action difficile, vous devenez quelqu'un un peu moins gouverné par la paresse, un peu plus maître de votre destin. L'inconfort est le prix de votre souveraineté. L'action inconfortable est le nouveau standard du respect de soi. Ce n'est pas un slogan motivationnel, c'est la seule garantie que l'année ne vous échappera pas entre des excuses élégantes et des justifications raisonnables. Si aujourd'hui vous décidez de cocher la tâche la plus difficile, même si la voix tremble, même si le corps proteste, vous aurez fait en une seule action ce que la plupart des gens ne parviennent pas à faire en un mois, briser l'habitude de fuir de vous-même.
Cela et seulement cela est le véritable début de toute transformation. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.